Président. Ouais. Bonne arrivée. Je suis moi. content de te recevoir à nouveau. Ouais. Ouais. C'est pour la deuxième fois que vous venez à Carrefour Télévision. Cette fois-ci, c'est avec de très bonnes nouvelles. Ouais. Parce que d'ici le 21, nous serons visibles sur Canal Satellite. Naturellement. On est déjà sur Eutelsat, mais il nous fallait être sur Canal Satellite. Parce que c'est là où la télévision est vraiment la télévision. Ouais. Moi, je dis félicitations. Merci beaucoup. Et Carrefour qui est un objectif dans l'objectif. Merci beaucoup. Et nous allons tous ensemble, d'une main, construire et bâtir la bonne information, le traitement de l'information, surtout une information équitable pour le peuple. Merci beaucoup. Et pourquoi pas ne pas accompagner les institutions étatiques et tous les citoyens. Voilà. C'est ça le sens de mon dévouement. Hein. Donc, Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale sur Carrefour Télévision. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Dr Jean-Gilbert Baonla, président du Parti républicain, figure emblématique et incontournable dans le paysage politique camerounais, connu pour ses prises de position tranchées et ses dénonciations. Dr Baonla est sur ce plateau. Bonjour docteur, ce sera président ou docteur? Je préfère que ça soit président. À un moment, ça peut devenir docteur. Alors, comment vous allez? Nous sommes dans un dialogue. Hein? Nous sommes dans un dialogue. On peut quand même vous demander comment vous allez? Pour le mieux. Pour le mieux, je me sens superment bien moralement que physiquement. Et je pense que peut-être il faut souhaiter cela à tous les Camerounais. Tout à fait. Alors, docteur Baonla, nous allons commencer par ces scandales fonciers de grandes envergures qui secouent notre pays avec plus de 50 000 hectares du domaine de l'État accaparés par ceux qui n'y ont pas le droit. Selon vous, qu'est-ce qui fait peur à certaines autorités après ces révélations? Ouais, vous savez, dans toutes les républiques, il y a ce qu'on appelle le processus politique et il y a un suivi dont l'État a organisé. Tout à fait. D'où un gouvernement et les institutions qui les accompagnent, telles le Sénat, la législature, la Chambre, l'Assemblée, et j'en passe. Aujourd'hui, c'était le toucher du doigt à la place qu'il faut. Parce que dans toutes les républiques là où les terres sont conquises, il faut la sauvegarde souveraine. Et les moyens et les us, je vous l'ai dit, les lois sont en place. Le chef de l'État, le président de la République, Paul Biya, se veut être un zeste, pas un geste, un zeste dans le geste. Parce qu'il faut avoir du courage pour prendre l'encre avec l'histoire de la gestion foncière au Cameroun. Rappelez-vous que l'histoire commence avant la colonisation. Et dans la colonisation et l'après-colonisation qui a fait ce qu'on appelle une certaine démocratie. Et dans la démocratie, il y a la dividende. Ça veut dire que la gestion des ressources humaines, la gestion des terres. D'où l'environnement. Il est question ici de faire les parts. Et dès lors, la problématique s'est installée. Il fallait d'abord la récapitulation de ce qu'on appelle des lois qui accompagnent la gestion foncière. Il fallait progressivement une restitution au niveau de l'accomplissement de l'élargissement du peuple.
Parce que si nous sommes aujourd'hui 2 millions par exemple, où on était avant 2 millions, au fur et à mesure qu'il y a les naissances, il y a un problème d'occupation d'espace. Et il y a des aménagements qui ont été faits par rapport à son prédécesseur, le feu président Ahidjo, qui lui a laissé la charge étatique foncière et il a continué. Et ce travail, ce n'est pas aujourd'hui que le président Paul Biya le commence. Il y a eu un problème de mobilisation, de sensibilisation pour la gestion de nos terres, de la foncière. Il y a eu ce qu'on appelle des interpellations critiques en homologuant les lois. Parce qu'on n'a pas pensé seulement à organiser pour la gestion du partage des terres, mais on a pensé mettre en place des us ou des lois qui accompagnent et qui protègent et le citoyen et l'environnement. Alors, aujourd'hui, quand on parle, on regarde tout dans les 10 régions. Il y a eu une capacité que j'appelle de prédation qui s'est installée. Ça fait plus d'une trentaine d'années, ma bataille a été axée sur cela parce que j'ai vu copier ailleurs. Pour dire, pour gérer les hommes, pour gérer une nation, il faut gérer d'abord l'espace. Voilà le vrai problème. Sans vous couper, pensez-vous que la commission exigée par le président de la République pourra-t-elle réellement faire le ménage dans cet environnement? Le ménage est déjà fait. Le ménage est déjà fait dès lors qu'aujourd'hui, au niveau de la gestion foncière, elle est numérisée. Il y a des grands dipôles aujourd'hui hertziens qui se baladent, que les gens ne se trompent pas. Les maps sont identifiés en fonction des instruments. Donc on sait qui occupe l'espace étatique, qui occupe le domaine privé et qui occupe le domaine de l'État. On sait. Alors, rappelez-vous toujours d'une seule chose. L'État organise, l'État structure et l'État fait la sauvegarde du patrimoine. Et du coup, aujourd'hui, on a l'impression que ça va dans tous les sens, ça ne va pas dans tous les sens. La commission qui a été instruite par le premier magistrat, parce que le chef d'État est le premier magistrat, président de la République, n'est que la continuité de la gestion des affaires étatiques. Parce qu'il y a eu un moment de sensibilisation, il y a eu un moment d'interpellation sur le plan juridique ou judiciaire. Maintenant, il est question ici que ceux qui ont confondu les biens ou le patrimoine étatique, les biens de l'État à leurs biens, qu'ils soient responsables. C'est cette bataille aujourd'hui qui engage une bataille politique, même oisive que je vais appeler une bataille de manipulation de la communication et tout. Voilà. Peut-on dire que ces scandales révèlent une gestion inégale du patrimoine foncier? Oui. Déjà, je peux le dire, et tout toi. C'est normal, c'est pas normal que quelqu'un ait 145 hectares et 60 ou 80 titres fonciers. Il y a des Camerounais qui ont 213 titres fonciers. Hein? C'est pas normal. Et ils partent d'une homologation de faussaires, entament le patrimoine étatique et deviennent des hommes liges. Tout à fait. D'accord? Et du coup, créent des apparats autour d'eux comme si ils étaient protégés par l'État, que non. On a l'impression qu'ils sont protégés par l'État. Ça, c'est le bas peuple, comme on dit, a l'impression qu'ils sont protégés par l'État. Non, je ne pense pas. Le bas peuple, c'est je voulais dire, c'est une lecture extérieure. Mais quand on touche le doigt, le cas par exemple de Gueffak Maurice, tout le monde sait qu'il fait de la prédation. Il y a un certain nombre de ministres de la République qui ont entamé les biens, le patrimoine public. On les connaît. Et ça ne souffre de qui, puisqu'ils occupent des espaces publics bien connus. D'accord? Il y a au niveau, par exemple, du patrimoine spolié,
une certaine didactique. Quelqu'un va s'asseoir sur les biens de l'État et dire qu'il est protégé par le chef de l'État. Je suis protégé par la première dame. C'est faux. Ma bataille a été toujours dit, nous ne pouvons pas faire une république qui n'est pas organisée, qui n'est pas respectable ou respectée. Voilà la réalité. Et dans tout ceci, les gens ont voulu me vendre même des aumôneries funestes. Le bois de singe, par exemple, où on enterre, j'appelle ça les aumôneries funestes, où on enterre des êtres humains. Quelqu'un veut en faire un patrimoine étatique. Il y a même des gens qui sont allés jusqu'à recadrer l'eau. Ça veut dire qu'il dit qu'il est propriétaire d'un cours d'eau. C'est impensable ça. Hein? Parce qu'on a, un certain... Quand vous faites l'axe par exemple entre Yaoundé et Douala, mais les acquis qui sont là, quelqu'un vous dit j'ai 14 hectares. Ça a homologué même une confiscation du trésor public au niveau du minéral. À présent, est-ce que c'est le signe d'un besoin urgent de restructuration, de réforme même au sein des institutions pour protéger les biens de l'État? Non. Je pense que nous sommes passés à la phase de la répression. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait la phase d'interpellation, de constatation, de sensibilisation. Aujourd'hui, nous sommes passés à la phase, parce que quand il y a déjà des interventions de l'intelligentsia, que j'appelle judiciaire. Même si elles ne sont pas officielles. Non, non. Ces interventions sont officielles. Dès lors que c'est instruit par le premier magistrat a dit, selon les informations reçues et recoupées, il dit, bon ok, vous ouvrez une... Ça n'a rien à voir. C'est une information juridico qui est planifiée sur le plan foncier. C'est pénal. Ça n'a rien de... Ce n'est pas une enquête civile. Hein. Les gens confondent ça. Si c'était une enquête civile, on devrait demander aux gens simplement que, bon, écoutez, apportez des éléments de réponse si vous êtes propriétaire. Voilà. Mais là, nous sommes dans la formule où on dit il y a eu 8000 faux titres fonciers identifiés et les assiettes foncières qui ont été détournées. On veut savoir pourquoi les DUP, les domaines d'utilité publique, sont devenus les domaines d'utilité privée. Hein? La privatisation des biens de l'État en matière foncière. Donc, l'action n'est pas rétroactive, elle est de continuité. Donc, que les gens ne se trompent pas. Hein? J'entends des gens dire, voilà, qu'est-ce que ça va donner. Mais si vous avez construit un immeuble sur le patrimoine de l'État, sachez que demain vous allez répondre. En fait, ce qu'on peut retenir, Président, c'est que ces gens n'ont jamais été protégés par le chef de l'État, encore moins par son Non, ils n'ont jamais. Ça, la preuve en est qu'aujourd'hui, il y a une instruction formelle. En sa qualité de premier magistrat, il dit non, il faut voir. Beaucoup de choses sont en train d'être renvoyées. Les parcs, aujourd'hui, d'État, sur le plan foncier, sont en train d'être renvoyés dans le parc et ils sont identifiés. Dans les 10 régions, parce que les gens, c'est pas seulement Douala ou Yaoundé qui a accès, hein. Pas du tout. Tous les services adjacents du ministère des Domaines, d'accord, toutes les composantes intervenantes sont appliquées dans les 10 régions. Dans les 10 régions, voilà. D'accord, Président, nous allons sortir de ce dossier foncier pour aborder maintenant les futures élections présidentielles. Mais parlons de votre parti. En tant que leader du Parti républicain, comment se prépare votre parti pour les futures élections présidentielles? Non, je vais vous dire, j'ai la capacité, pas de nuisance, mais je vous l'ai dit, nous sommes un parti proche du peuple, donc républicain, proche des armoiries de l'État. Ça veut dire que nous ne sommes pas un parti exclu de la vie active de l'État. Maintenant, les prochaines élections qui se préparent, j'ai choisi mon candidat. Les gens diront non, c'est son père, le président. Non, pas du tout, j'ai choisi le président Paul Biya parce que la surface homogène en ce qui concerne la gestion de notre pays
Le président Paul Biya est en train de le faire. Est en train de le faire. Les états des lieux. On ne peut pas dire à un président de sortir par la fenêtre alors qu'il est rentré par la porte. Il est en train de faire des états des lieux. Il est en train de faire ce qu'on appelle le rudiment de la comptabilité de sa gestion. D'accord? C'est pas mauvais. Maintenant, ceux qui pensent que peut-être il y a un âge pour gérer, moi je dis non. C'est la sagesse qui gère avec les hommes qui accompagnent la sagesse. Moi je préfère vous le dire. Pour le Parti républicain maintenant, je voulais le dire, je ne suis pas ceux qui font dans la précipitation, de ceux qui se prennent dans la précipitation. Nous prenons du temps et je ne suis pas dans la prospension spectaculaire où les gens font la rétention du patrimoine du parti. Il y a des gens qui ont été présidents de leur parti depuis peut-être 10 à 20 ans. Moi, je ne suis pas de cela. Jamais eu d'élection. Si j'ai la chance que pendant mon séjour à la tête de cette institution, je peux être prospectif pour les élections, hein, et que ça soit le choix, hein, du parti, je souhaite. Mais si jamais le parti choisit un autre candidat à un certain moment, pourquoi pas? Je suis promoteur d'un parti avec, je ne suis pas promoteur exclusif. Le parti ne m'appartient pas. Il y a une différence entre l'homme, Dr Gilbert, et le président du parti. Voilà, justement. Donc, je pense que les dés de 2025, mon candidat, c'est le président Paul Biya, président national du RDPC. Vous voyez que je suis pas gêné de parler et critiquer les membres du RDPC, comme ceux même du Parti républicain. J'ai une visibilité globale, que ce soit du MRC, que ce soit dubitativement des partis émiettés, comme le PRC, je ne sais pas, PRCN, je ne sais pas quoi, le machin. Bon, je ne doute pas. Mais il faut que les gens respectent les textes, les lois. C'est ça mon problème. Il n'y a pas de bonne république sans loi. D'accord, Président. Alors, ceux du Parti républicain qui nous suivent en ce moment se posent certainement la question de savoir quelles sont les stratégies qui sont en train d'accompagner toutes ces manœuvres par rapport à votre choix. Y a-t-il des stratégies sur le terrain ou dans des perspectives? Ce n'est pas mon choix. C'est le choix du directoire qui dit le président Paul Biya fait le profil et nous devons le soutenir. Moi, je ne suis que porteur, hein, d'une... Voilà. Donc, en réalité, ce n'est pas mon choix. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que le parti appartient au président national. Pas du tout. Vous avez vu que nous sommes le seul parti, hein, depuis 2013, vous ne suivez pas des querelles. Vous ne suivez pas des dissensions, des renvois et des abus. Non, on ne connaît pas ça. Parce qu'il faut être discipliné. On a des textes. Un texte institutionnel déposé auprès du MINAT. Maintenant, un texte de convention, hein, sous sein privé relatif à notre parti. Qu'on peut appeler règlement intérieur. Vous comprenez à peu près? Donc, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens peuvent s'atermoyer. Et pourquoi les gens posent la question? Qu'est-ce que vous pensez pour les élections? Je suis libre. Pour nous, le directoire est libre, hein, de se positionner ou pas. Nous, on a choisi le candidat Paul Biya. On attend le bilan du président Paul Biya et sûrement, dans les tout prochains... Ça se fera. Ça se fera. Ouais. Pourquoi est-ce que nous sommes précis? On va où là avec la précipitation? Qui nous disent, voilà ce qui s'est passé, voilà l'économie, voici sur le plan de droit, voici ceci, voici cela. Et l'héritage. Et l'héritage. Et maintenant, il n'y a aucune session éligible dans notre pays qui dit que quelqu'un va s'asseoir dans la maison. J'entends des cooptations, les gens se font des petits grenadiers à travers des médias. Oui, il y a tel qui est successeur. On l'a vu 3 fois, il a dit bonjour au président Macron. Même ceux qui sont des légistes. Hein, je parle des légistes avec des options, des mouvements créoles qui n'ont rien à voir avec les partis politiques.
On y reviendra, docteur. Maintenant, on va aborder un autre sujet et on peut, avant cela, souhaiter bon vent au Parti républicain pour les prochaines échéances. Moi, merci déjà, je peux vous le dire. Je souhaite que, pas bon vent seulement pour notre parti, bon vent pour la politique. Voilà. Alors, docteur, nous allons parler maintenant de notre média Carrefour Télévision qui est en train de rejoindre le bouquet Canal+. Que représente, selon vous, cette avancée pour les médias camerounais? On l'a vu tout à l'heure, vous avez été reçu par notre président directeur général et il en parlait avec vous comme à l'oreille. Qu'est-ce que cela vous fait? Je ne suis pas très flatté, je suis très oui. Ça veut dire que j'ai un suivi proche. La relation entre votre promoteur, directeur général de Carrefour, tutélaire, ça veut dire que sur le plan professionnel, il a beaucoup d'ambition. Et d'ailleurs, vous voyez que les objectifs s'est rassemblés pour partager, informer. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui pense la République, c'est un républicain. Maintenant, en ce qui concerne l'instrument, ou la mastodonte Carrefour, ça fait son temps et ça continue à faire sa ligne. Aujourd'hui, objectivement, vous entrez sur CanalSat, d'accord, qui fait large écho. Et dans quelques jours, le bouquet et tout ça, ça va démarrer. Vous comprenez? Carrefour n'est pas créé il y a 3 jours. Hein. Tout à fait. Ça fait du chemin, il y a du professionnalisme, il y a des employés et tout le reste. D'accord? Il faut tenir compte de tout ça. Donc, la réactualisation maintenant et les objectifs, il faut les respecter. Et je suis sûr qu'avec la sérénité que je connais l'homme, naturellement, vous qui êtes des énergies pluralistes internes de la télévision, vous allez continuer à œuvrer pour que cette télévision soit prospective et beaucoup plus multidimensionnelle. Parce que si j'ai bonne mémoire, vous avez même déjà des représentants à l'extérieur qui partagent dans certains pays, à l'étranger. Et aujourd'hui, ça ne souffre d'aucune contestation que vous faites du chemin, la preuve en est que. Je vous ai accordé cela exclusivement, je vais vous dire pourquoi. Je refuse d'entrer dans une médiatisation, pas partisane, mais une médiation légère, où les gens ont des tentacules obscurs, posent un certain nombre d'actes. C'est vrai, le potentat dit on se nourrit du métier, mais on ne doit pas avaler le métier non plus. Parce que si vous l'avalez, il n'existe plus. D'accord? Donc, en fait, la maturisation de cela me dit simplement qu'il faut faire qu'à École Carrefour doit continuer dans son sens de profession. C'est un projet que vous connaissez quand même, puisque je connais le fond de fond en comble. Vous avez un mot à dire à notre PDG en ce moment qui, après tant d'efforts, retrouve le bouquet Canal+. Oui, mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Ce n'est pas à lui que je m'adresse, à la corporation professionnelle. Tout à fait. Je voulais vous dire et m'entendre dire que c'est vous qui faites la télévision, ce n'est pas la télévision qui vous fait. Vous avez compris? Voilà un monsieur qui a cru et qui a choisi, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que c'est des investissements financiers, c'est matériel, c'est même un courage de prendre de l'argent et mettre dans une affaire où vous deviez encore chercher ce qu'on appelle un espace conquis pour faire ce qu'on appelle la balance de l'équilibre au niveau de la gestion. Il faut une régie publicitaire, c'est vous qui allez vers les publicités, c'est vous qui allez vers les maisons qui demandent la publicité, l'entreprise. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la corporation professionnelle, c'est à vous donc revient le devoir, je vous l'ai dit, de créer un potager qui est un rudiment fort pour que l'entreprise vive, mais pas survive. Parce que j'entends les gens dire, c'est pas la survie, c'est une entreprise qui doit aller de génération en génération. Et je voulais à lui dire qu'il a pensé à quelque chose, il ne faut pas le détruire non plus. Vous savez, l'excessif chez nous, parfois, nous les patrons. Le patronat, à un moment, devra être aussi la convivialité. Parler en tant qu'ancien promoteur de presse. Oui. Le patronat doit accompagner la convivialité environnementale, même professionnelle. Vous savez, les acquis, c'est vous qui les préservez. Et je voulais lui dire à lui,
le docteur Mouloum, pour lui dire, maintenant qu'il a amorcé la pente, en se faisant un nom, il faut qu'il protège le logo, le label, le cursus, et les inducteurs, donc vous, le personnel. Et au personnel de protéger l'entreprise, et que cette entreprise vive. Il ne faut pas être chansonnier. Ça veut dire que vous passez le matin ici, on vous voit ailleurs, comme je vois partout là. Il faut savoir. Vous savez, il y a une histoire. Être fidèle. TF1, tout ce que les gens voient aujourd'hui. Il y a des gens qui ont fait des sacrifices pour ça. Vous comprenez à peu près? Voilà. Nous, on a cru aux médias. Moi, j'ai été très proche de Reporters sans frontières. J'ai été un très grand rudiment à l'époque de la difficulté d'impréhension. Robert Ménard, de cette époque, le Robert Ménard africain. Il y a d'autres qui ont laissé leur pont et on a continué à croire. La liberté d'expression qu'aujourd'hui, qui est un acquis pour le professionnel. Pius Ndiaye, Séverin Tchouka, je ne suis pas égoïste. Il y a eu une bataille, il y a eu les Boussala, le directeur de l'Europe Plus. Il y a un certain nombre. Beaucoup de gens ont payé le prix, mais on a cru à quelque chose. On a dit, on va y arriver. On a payé le prix, mais nous avons gagné le pari. Aujourd'hui, il y a une liberté fondamentale. Mais qui se confond quelquefois avec le libertinage. Et justement, j'allais vous demander quel est votre avis en quelques mots sur les médias camerounais aujourd'hui. Oui. Quel regard? Non, je vais vous dire, il y a une larbinisation. Ça, je le reconnais. La larbinisation n'est pas institutionnelle au niveau de l'État central. Ce n'est pas le président Paul Biya ou bien le ministre des Finances, mais c'est des hommes qui sont impliqués dans la gestion des affaires étatiques, qui font la corruption. J'assume mes mots. D'accord? Vous ne pouvez pas planter un média et vous estimez que ce que vous dites au média, c'est ce que le média va écrire. Quand vous restez dans cette logique, vous n'êtes pas en train de bâtir. D'accord? Même quand vous faites ce qu'on appelle des financements et des assistances, arrêtez de dire la ligne éditoriale doit ressembler à ce que je pense. Ça a créé la manipulation. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à laquelle confusion? Les gens écrivent le chef d'État est mort alors qu'il n'est pas mort. Les gens disent il y a des contradictions. Et ces contradictions, j'avais dit il y a plus de 30 ans aujourd'hui, nous allons y arriver. Et quand on va arriver à ce niveau-là, il y aura ce qu'on appelle une violence. Aujourd'hui, les médias au Cameroun sont devenus des partis politiques. Je m'excuse, certains, pas tous, les médias. C'est un acquis de savoir, on vous dit, le média bleu appartient à la condescendance, à tel machin, en fait, le média vert ici. Un média soutenir. Oui, soutenir même le leader, et ça, c'est pas bien. Ça, ce n'est pas du tout bien. Oui, mais il n'y a pas d'objectivité parce que derrière ça, on se dit, bon, mais il y a une perfusion financière qui va passer, il y a un intérêt de capitalisation qu'il faut battre. Nous, on s'est battus pour l'irrationalité du tribalisme. Parce que les gens, on voulait utiliser, je vous l'ai dit, les médias pour créer le grand... On a battu cela en brèche, on a dit non. Ça, c'est un pot-au-feu. D'accord? Maintenant... Vous parlez là des années de Braise. Des années de Braise, voilà. Donc, vous voyez aujourd'hui que, en réalité, les médias aujourd'hui obéissent à certaines règles d'hygiène. Vous comprenez? La souffrance, par exemple, que Carrefour... Oui. C'est d'autres médias qui l'ont combattu. Il ne faut pas mentir. Les promoteurs ont dit, bon voilà, il ne faut pas qu'ils viennent nous embêter parce qu'il n'est pas avec nous. Comment un média peut aller toucher l'argent de l'État? Il y a des journalistes qui ont fui. Moi, j'ai des dossiers où il est allé toucher l'argent en tant qu'agent de l'État. Il est dans un média privé. C'est là, c'est dans les machines au ministère des Finances, on voit qui a touché, on voit même les identités. Maintenant qu'ils sont allés, d'autres sont en Belgique, d'autres sont dans le monde de la diaspora, ils trouvent que c'est bien. Et c'est ça. D'autres sont devenus des hommes d'affaires. Quand vous êtes journaliste, vous allez prendre un projet qu'on fait passer, on vous donne 300 millions, vous allez construire 2 ou 3 bretelles de machin, puis vous dites que vous élevez
les poissons, les sciures. Ça s'est étendu. Et ça, ce sont les médias qui ont même cautionné certains, je ne dis pas tout, d'accord? Il y en a des sérieux. Il y a des sérieux, d'accord, mais s'il y en a de sérieux, aujourd'hui au Cameroun, je n'identifie pas trois. J'assume mes mots, hein. Que ce soit la presse, que ce soit la télé, je n'identifie pas trois. Et je préfère garder cela sous secret pour ne pas lancer l'opprobre sur les médias. D'accord. Président, on va aborder le sujet des infrastructures routières. Quelles sont vos impressions sur l'état des infrastructures routières au Cameroun? En particulier, l'autoroute Douala-Yaoundé. Qu'est-ce qu'on... J'appelle l'autoroute Douala-Yaoundé, les trous là, vous savez comment j'ai fait la dédicace? Les Ndjoumessi. Mais c'est du n'importe quoi. Je vais vous raconter une histoire dont vous savez pas. J'ai vécu ça, l'histoire des ECA. Avant que le train, le fameux accident ferroviaire. Je suis témoin de l'histoire. C'est moi qui appelle le ministre Ndjoumessi autour de 4 h du matin. Il va me prendre le téléphone vers 5 h, 6 h du matin pour lui dire qu'il y a une histoire compliquée. La route s'est affaissée. À Maniaï, il y a un de mes chauffeurs, j'étais en convoi avec plusieurs véhicules, qui a failli, heureusement c'était une woman, il s'est arrêté à moins d'1 mètre du sinistre. Le camion qui venait de l'autre côté s'est affaissé à l'arrière-plan parce que le gars n'avait pas fini de traverser. Quand la route s'est affaissée, nous étions là cette nuit. Je suis rentré, j'ai trouvé à l'époque, la brigade de gendarmerie était, comment ils appellent ça, au niveau de la passerelle, là on vend les Boum-Yébel, ouais. un peu de l'autre côté, à l'arrière-plan, et c'était derrière les boutiques là. Un ancien colonel retraité, sa maison même très à côté. C'est nous qui allons informer le commandant pour lui dire voilà. J'ai bu du café pendant qu'on nous conseillait de faire le contournement. Vous avez compris? Et qu'on pouvait passer par la route. J'ai dit non. Ça n'a pas fait 1 heure, 2 heures de temps. Il y a eu déraillement du train. Le cumul de la population qui s'était investie sur le train, hein, la ferroviaire a lâché. Et quand ce sinistre a eu lieu, nous étions encore à Boumibé. Vous comprenez à peu près? Et malheureusement, ce qui est arrivé, ce n'était pas un souhait. Mais je peux le dire aujourd'hui, sans embâche, sans vexer les familles. Vous savez, un train qui est porteur de 100 passagers, quand vous mettez 1000 personnes à l'intérieur, il y a surpoids. La ferroviaire, c'est comme la route, c'est comme vous dites les gomolos. Cet accident. Non, mais puisqu'il y avait une population concentrée, dont les gens ont besoin de circuler, c'était un système, bon, celui qui voulait rejoindre le Douala, et l'autre qui se disait, j'ai des affaires à faire, hein. Ce n'est pas la faute de la population, mais c'était une incongruité morale. Parce qu'au niveau de la régie Fercam, on devait arrêter... Le train ne devait pas démarrer. Première des choses, même quand il aurait démarré avec des places assises, hein, et des personnes, hein, avec une comptabilité cessible au poids. Vous comprenez à peu près? Vous ne pouvez pas, dans un train, je ne sais pas, comme ici ça porte 120 personnes, vous mettez 400 personnes dans un wagon, il n'y a pas eu vous attendez quoi? Assez cohérente de la crise, voilà, à partir de cet instant. Et puis, excusez-moi du peu, celui qui était le président, je ne sais pas s'il est encore, il n'avait pas mesuré cela. Quand vous décollez un train, tenez compte de tout ça. D'accord? C'est arrivé, c'est un accident vraiment, je suis de tout cœur. Je me suis battu même sur le plan médiatique, sur le plan d'autres plans aériens pour qu'il y ait des réparations physiques. Mais je dis,
Il faut arrêter de penser soi-même. Il faut penser la République, il faut respecter les règles d'hygiène. Hein, on ne peut pas prendre un véhicule qui va prendre 20 personnes. On met 40 personnes. Vous pensez qu'est-ce qui va arriver? Et puis dès qu'il y a un accident, on commence à raconter. Les gens ont des camions. Ils mettent ça en route. Hein? Et quand vous avez un accident, on est incapable de dire qui est le propriétaire. Alors, comment vous dire que le propriétaire s'appelle tel? Parce que c'est à 100 millimètres. Hein? Ce n'est pas normal. Pour continuer sur les infrastructures routières, pensez-vous que le budget annoncé de 1839 milliards de francs CFA pour la période 2025 à 2027 sera-t-il assez suffisant pour améliorer notre réseau routier? Le réseau routier? Attendez, c'est la globalisation réseau routier ou bien réseau aérien et tout ça? Réseau routier. Routier. Voilà. 839 milliards. Vous savez ce qui m'amuse? Vous savez ce qui m'amuse? J'ai l'impression qu'il y a une chambre inculte qui est assise pour confisquer l'information. Quand les gens entendent 1825, 39 milliards. 1839 milliards de francs CFA. Et c'est de la rigolade. Est-ce que vous savez que 1839 milliards ne peut même pas arranger la routière de Douala? C'est faux. Ça, c'est des adjacents progressifs. Parce que l'État s'engage. Okay. Il y a l'entreprise de moyens progressifs. Vous comprenez? C'est pas beaucoup. Parce que combien coûte le goudron? Les implants, ça veut dire que je parle des implants et l'implémentation des entreprises. Quand on déplace une grue, quand on déplace un machin, ça coûte de l'argent. Vous comprenez? Il faut créer une aumônerie interne. On avait à l'époque le Madjeni. Hein? Il faut créer une aumônerie interne en achetant le matériel adéquat pour amoindrir le coût. Je n'ai pas dit que là au moins on peut avancer, au moins je mets ça entre 30 et 37%. Okay. Vous voulez un engin, c'est un particulier qui vous loue ça. Lui il a acheté ça dans le parc de Madjeni, on a déclaré engin de casse. Lui il vient faire au quartier. Vous avez vu par exemple au niveau, par exemple, de Boumiébel, l'amateurisme, par exemple, de la route. On vous fait des plaques, on vous lève les mains, on vous dit non, vous savez, c'est Madame Djoumessi qui a gagné le marché. Non, il est notre beau-frère. Vous voyez des gens qui viennent, ça ne peut pas marcher. Donc, en fait, le vrai problème qu'on a ici, dans notre pays, c'est la gestion d'un certain nombre de prélats, quand j'appelle de prélats, qui ne respectent pas le cahier de charge du renouveau. Vous comprenez à peu près? Un ministre s'assied, tu es ministre des Travaux publics. Est-ce que le président Paul Biata a refusé un cahier de charge ou une feuille de route d'aller chercher des partenaires? On va avancer, Président, en parlant de la corruption dans notre pays. Cette corruption dans la fonction publique camerounaise qui reste un fléau. On parle de 10 000 agents publics en 2023 qui ont été sanctionnés. Quelle est votre position sur cette situation? Combien de fonctionnaires, sur combien d'agents? L'ensemble des fonctionnaires, bien entendu. C'est vrai que le chiffre, près de 10 000. Et c'est le chiffre 10 000, c'est très peu. Parce que, je peux me tromper, hein. La charge financière, en globalisant les contractuels, les agents de l'État, les fonctionnaires, le salaire mensuel à peu près c'est dans les 3-4 milliards, je peux me tromper. Hein. Donc pour vous, 10 000 par rapport à l'ensemble des fonctionnaires, c'est assez faible. C'est petit. Il faut sanctionner. C'est ça, la peur du gendarme sur le commencement de la sagesse. Il faut sanctionner. 10 000 personnes sur un feuillet de 2 millions de personnes. Ça ne représente rien.
C'est comme si vous allez balayer devant la cour, vous avez oublié d'autres îlots d'ordures. Vous comprenez à peu près? Il faut sanctionner et rendre ça public. Ce n'est pas les sanctions internes, oui, vraiment, les sanctions de maquiller. On voit un truc de 3 mois. Le ministre des Finances, il est là depuis plus de 7 ans aujourd'hui. Et j'ai vu un truc, on sanctionne quelqu'un qui a fait des violences de corruption à la douane. 6 mois. Quelqu'un qui fait dans le football, il est au même moment cléragiste. On dit qu'il est inspecteur de douane. Comment ils appellent ça? Ils ont un nom, je ne sais pas, de douane, ou bien site terrestre ou quoi que ce soit. Hors échelle. Il est devenu, il fait la campagne de football avec l'argent de l'État. Tout le monde regarde. Hein? Et puis on vous dit non, il est le protégé du ministre des Finances. Des choses qui sont inadmissibles. Hein? Et ça pose problème. Il faut sanctionner. Selon vous, les sanctions ne sont pas assez fortes. Il faut des sanctions publiques. Ça vous dit, on vous met une perfusion sévère, ça va faire peur à l'autre. Est-ce que vous comprenez? Quand vous perdez la raison de ne plus avoir peur de la chose publique, ça veut dire que vous vivez comme un terroriste. C'est ça la réalité. Vous refusez, même à l'église. Vous pensez que le prêtre qui est en face, si pendant qu'il fait son homélie, vous faites du désordre, il ne va pas vous mettre dehors? Il va dire non, vous êtes ouais, non, il vous met dehors. Parce que les autres n'ont pas besoin de ça. Voilà la République qu'il faut. Il faut une République légendaire sur la formalisation morale. Voilà la réalité. Quelqu'un pose un acte, on dit oui, bon, vous savez, bon. Un changement. Oui. Vous savez, ce monsieur, il a posé un acte, mais il a une institution, un collège, mais c'est un prédateur, il faut que la loi soit appliquée sévèrement. Et c'est pour cela que la continuité du service public est difficile aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout s'achète. Vous arrivez devant quelqu'un, vous me laissez comme ça, il n'y a rien. C'est quel langage ça? Hein? C'est quoi ça, cette histoire-là? Si vous voulez donner quelque chose à quelqu'un parce qu'il vous a rendu service, il faut que ça soit volontaire. Mais quand ça devient une obligation, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, comme tu dis ça vraiment, je pense que vraiment, tu ne penses pas à nous. Tu as un salaire. Tu ne veux pas le justifier, mais tu justifies la corruption. Il se pose ce problème. Et le chef d'État a frappé la main. La preuve en est, regardez ce qui s'est passé. L'exemple des histoires de certaines personnes, les jeunes qui ont mis le nom du général dans une affaire que j'appelle de Clodo. Vous regardez le garçon qui sort des cimes de précarité. Il faut dire les vérités comme ça se doit. Comment ce garçon a fait pour rencontrer un général? Un général, c'est une personnalité qui n'est pas facilement accessible. C'est pas du n'importe quoi. De surcroît qui travaille avec un chef d'État. Vous imaginez ça? Il a menti. Je vais vous dire pourquoi il a menti. Si vous dites que vous êtes l'ami du général, dans quelles circonstances vous vous êtes rencontrés? Ça, c'est la première des choses. Si vous dites que vous êtes avec la cousine de la première dame, dans quelles circonstances vous vous êtes rencontrés? C'est impossible d'avoir une relation assise. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous rencontrez quelqu'un, à vos échanges, il y a l'inducteur de la classe. C'est-à-dire, il sait où il s'en va, il connaît sa place, toi tu connais ta place. Le chef d'État rencontre les gens, non? Mais tous ces gens ne sont pas ses amis. C'est pas parce que vous êtes arrivé le 20 mai, il vous a dit comment vous allez? Vous prenez ça comme si peut-être bon, vous êtes déjà des amis. Non. Vous confondez, monsieur. Parce qu'il a son milieu, vous avez le vôtre, et l'élément de réponse, c'est l'occasion qui vous fait et qui vous rapproche. Voilà la réalité. Et tous ces enfants qui posaient des actes aujourd'hui, moi j'ai eu des boys qui sont devenus des riches ici, je ne veux pas prononcer le nom, parce que pour moi, c'est du n'importe quoi. Et on va me dire, boy veut dire boy. Ouais. Maintenant, quand tu deviens un homme, il faut que la société te classifie. Il y a toujours, c'est pas un mauvais métier d'être boy. Tout à fait. Mais, voilà, c'est un métier, vous gagnez votre vie. Mais si vous passez de là, vous passez avec une vitesse non classifiée. Qu'est-ce qui vous reste?
c'est d'aller au tribunal militaire, aller répondre. Je ne veux pas citer ce genre de personnes, ça ne sert à rien. Président, on va avancer en parlant de l'état actuel de l'opposition politique au Cameroun aujourd'hui. Est-ce que les opposants jouent pleinement leur rôle pour renforcer la démocratie? Il faut d'abord les identifier. Si vous n'identifiez pas les opposants, il y aura un problème. Et les opposants ont le droit de citer, je le dis. D'accord? Les opposants doivent citer, mais dans un cursus de respect de la loi, parce que c'est ça, c'est la contradiction qui bâtit. Et cette contradiction doit être positive. Parce que le président Paul Biya a dit oui au multiparti, il y a des gens qui ont marché ici, non? Non, il faut le monopole, non, il ne faut pas créer. C'est la vision. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous exclure de la vision mondiale. Le multipartisme. Ils ont le droit de citer, mais de quelle opposition parle-t-on? Il faut identifier les acteurs. Et si vous n'identifiez pas les acteurs, il y aura un problème. Il y aura un problème de leader, il y aura un problème d'insuffisance, je voulais dire d'incompétence, et il y aura un problème de sursaut patriotique du ventre. Ça veut dire que chacun viendra en fonction de ses intérêts. Oh, bon, mais comme c'est comme ça, hein, nous allons faire les choses en fonction de nos intérêts. Mais ici, par exemple, le parti, le SDF, je sais de quoi il s'agit. Les gens qui ont organisé le SDF aujourd'hui, d'autres sont partis, d'autres ont voyagé, Dieu les a rappelés, paix à leur âme. D'accord? Il y a le RDPC. Le RDPC de l'époque du président Aïdjo, hein, qui s'appelait UC quelque chose comme ça, n'est pas le même RDPC du président Paul Biya. Il est venu avec des objectifs, avec un nouveau calendrier politique, avec une pluralité. D'accord? C'est comme l'UPC de Kodok, n'est pas comme l'UPC de Lipote, je ne sais pas comment vous l'appelez, Baport-Lipote. Moi, je l'ai vu aller avec un petit sac. Je l'aime bien, chez Kodok à prendre. Mais est-ce que c'est le legs qu'on lui a laissé? Je dis non, puisque j'étais proche de Kodok. Aujourd'hui, il est président du conseil d'administration, parce qu'on veut une coloration politique, mais on oublie que la sésame publique ne nourrit pas l'imposture. Voilà la réalité. Et je le dis. Je l'ai rencontré, pendant que je parlais de l'histoire des États, je l'avais rencontré ce jour, le drame. C'est quelqu'un avec lequel je partage des avis. Mais il y a des choses que je suis prêt à dire non, je ne suis pas d'accord. D'accord? Il y a, comment vous appelez, l'UDC. Mais l'UDC, c'est le parti du village. C'est quoi cette histoire-là? On parle du village. Un village est devenu 2 septentrions. L'autre dit que non, les autres sont avec le roi. Les autres sont avec l'autre, Adamou Danfeu, paix à son âme. Et elle aussi, elle vient entendre une institution, un parti politique comme l'UDC. On parle du village. On parle... J'en viens. Le SDF est devenu une clochardisation aujourd'hui. On passe de restaurateur à la conspiration d'aviateurs. Quand vous n'avez pas menti aux gens que vous avez fait des locations présidentielles, vous partez de la restauration à homme politique. Et les gens applaudissent. Est-ce que vous savez que moi, j'ai envoyé de l'argent pendant le dernier congrès du SDF qui s'est tenu dans le, vous appelez l'histoire qui est à Ouardala, le congrès. J'ai payé les retours des gens dont je ne connais pas. Ah, vraiment, président, nous sommes venus dans le congrès, je suis pas du SDF, je suis parti mais c'est des êtres humains. Je ne pouvais pas les abandonner. Voilà autant de choses qu'il faut dénoncer. Ce n'est pas bien. On ne peut pas passer le temps à tricher. Voilà la réalité. Cela met un doute sur la qualité des opposants. Voilà. Et d'où leur opposition est légère. Nous sommes en pleine course des préparatifs de 2025. Les gens sont encore dans les chambres en train de discuter que non, toi, je crois que toi, tu n'as pas le profil. Parce que moi, je connais le ministre tel. Bon, j'ai discuté avec lui l'autre jour dans l'avion. Des choses inutiles. Vous comprenez? Ce n'est que de la tricherie. D'accord? Il ne faut pas parler. Après, on va dire le fils de Paul Biya, il dit tout. Je dis tout parce que demain, il faut que chacun soit responsable de ses actes. J'ai dit avant
Le président Paul Biya n'est pas mort. Bon, il est mort alors. Président, justement, nous allons conclure par ces rumeurs. Il faut dire que c'est cette actualité brûlante qui a fait les choux gras de la presse d'ailleurs. Alors, est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ces rumeurs venaient de quelque part? Parce que le gouvernement a mis ce communiqué par le truchement du ministre de la Communication, a donc élaboré ces communiqués qui, en quelque sorte, donnent des informations assez claires sur non seulement le retour imminent du chef de l'État au pays, mais encore qui dénonce ces rumeurs qui, à un moment, ont inquiété les Camerounais. Mais d'une autre part, on peut quand même comprendre que des Camerounais s'inquiètent de l'état de santé de leur président. Mais ce sont les rumeurs qui ont entouré cette situation qui ne sont peut-être pas compréhensibles. Est-ce qu'il est à l'homme? Est-ce qu'il est à l'homme? Les 45 jours, vous les avez déjà comptés. L'homme qui est Nyat Njipendi est depuis plus de 3 mois malade. Arrêtez vos histoires là. Moi, ça me perd du temps. Alors, Nyat Njipendi qui est celui qui va recevoir l'intérim des vacances, de la vacance du pouvoir, comme les gens disent. Il est où depuis plus de 3 mois? Je vais aller même plus loin. Sa femme est allée dire, je prends ça sur mon dos, au Sénat qu'on ne doit plus faire passer sur le salaire par son directeur du cabinet. Vous savez combien de mois les employés de là-bas n'ont pas été payés? Du Sénat? À cause des timbres vicicoles de la maladie du patron? Arrêtez ça. Les gens mentent beaucoup et ça, moi, ça me remonte. On ne peut pas fonctionner avec des gens comme ça. Il est où? Bon, aujourd'hui, ok, constatons la vacance. Qui va recevoir la vacance? Oh non, c'est Nkili, l'oncle de Franck Biya. Franck Biya est politicien. Hein? Il a quel parti? Qui l'a désigné? Le président Paul Biya. Et Paul Biya vous a dit que c'est son successeur politique. Mais c'est incroyable. Les gens nous disent le mensonge, ça n'apporte rien. Cette manipulation, selon vous, a quel objectif? Puisque, d'après le communiqué du ministre, on attend le retour du président de la République. Oui, mais on attend le retour du président de la République. Conséquemment, c'est la première fois que M. Biya fasse plus de 40 jours en tant qu'institution à l'extérieur. Si j'ai bonne mémoire, ce n'est pas la première fois. D'accord, quand il travaille pour le Cameroun, on ne voit pas. Mais quand les 45 jours s'approchent, il y a déjà les calculs. Les calculs. Je vais vous rappeler quelque chose. Les termes de l'application de 45 jours sont respectés par le téléscripteur constitutionnel. Parce que les gens croyaient que 45 jours soulis. Vous vous trompez. On parle de 45 jours ouverts. On considère qu'un chef d'État, quand il est en déplacement, quand il veut prendre ses vacances, il a sa période de vacances. Je vous rappelle ça, parce que les gens ne comprennent pas. Quand il se déplace comme il est là pour les affaires étatiques du pays, en Chine et machin, monsieur, il est en plein service. Tout à fait. Et il y a 26 jours de travail. Alors, vous pensez qu'il n'est pas travailleur? Les gens disent qu'il y a 45 jours. Vous ne comprenez rien. Mais c'est du n'importe quoi. C'est un travailleur, Paul Biya est un travailleur. Il devrait d'abord donc apprendre à interpréter les tests. Il n'interprète rien. Voilà la réalité. Il pense que quand tu vas compter 45 jours, tu vas inclure les dimanches et les samedis. Non, monsieur. Il y a 26 jours d'ouvrage pour un travailleur. D'accord? Maintenant, pour que le plébiscite de l'information soit suivi, il a une cellule de communication. Cette cellule de communication a un support. D'accord? Il y a une direction du cabinet civil, il y a un secrétariat général, il y a ce qu'on appelle, il y a une communication diplomatique. Quand le chef d'État se déplace, il entre en formule diplomatie. Quand il est en France, c'est la diplomatie. Quand il revient au Bercail, c'est un travailleur ordinaire. Est-ce que vous comprenez? Il est mis en mission. D'accord? Donc, je ne comprends pas. Les gens ont des interprétations bizarres. Je ne comprends rien du tout. Est-ce qu'on respecte le legs
institutionnelle. Tu voyais un homme quelqu'un qui est professeur d'université en Gaoudéré. Il vient vous dire que lui, il est dans 45 jours. Donc lui-même ne connaît même pas contractualiser même son propre travail. C'est ce que ça veut dire. C'est ça le vrai. Il faut expliquer ça aux Camerounais. Paul Biya est travailleur et je persiste dessus. Alors beaucoup ne sont pas capables de donner la bonne information en ce qui concerne les tests et cela perd. Ils savent lire les textes à l'envers, mais ils ne savent pas dire ce qu'on a écrit à travers les textes. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, Président Gilbert Barola, nous arrivons au terme de cet entretien, cet échange qui était assez instructif. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot avant Je voulais dire aux Camerounais, me dire moi-même d'abord, parce que personne n'a ce qu'on appelle le monopole de la sagesse. Je voulais d'abord dire à l'endroit des Camerounais, vous savez, la chance que nous avons, c'est qu'il y a encore ceux qui prêchent pas l'amour spirituel d'abord et l'amour de son prochain pour que le Cameroun soit là. Parce que si nous abandonnons le Cameroun, ça sera un navire qui va prendre de l'eau et il va aller au fond de la passerelle. Et nous tous, on va s'engloutir. Et si je le dis, c'est à l'endroit de tous les Camerounais, les travailleurs, les non-travailleurs, les élèves, que ce soit les étudiants, la haute administration. Soyons conséquents qu'on a besoin de bâtir notre pays. Et la continuité de la bâtisse de notre pays dépend de notre volonté. Parce que si nous abandonnons le pays, ça va être comme si c'était une démission. D'accord? Il est question ici de dire le chef de l'État, Paul Biya, ne gère pas le Cameroun seul. Il n'y a aucun calendrier qui dit que le chef d'État gère le pays. Nous sommes ensemble. La conscience est là. Même en déplacement, le pays est géré. Le pays est suivi. Tout à fait. Un chef d'État va en mission, ça devient des problèmes. Mais c'est quoi cette histoire-là? Tout le monde est ambassadeur. Quand vous prenez un visa, vous êtes ambassadeur du Cameroun là où vous partez. Ambassadeur ne veut pas dire seulement l'administration diplomatique. Vous veillez, vous avez une vision. Vous vendez dans la positivité de notre pays. Quand quelqu'un se met là-bas de l'autre côté, il commence à dire, je vous dis que ils vont dans les hôpitaux pour aller crier. Ça vous... Pendant ce temps-là, vous avez oublié votre parent qui est en Galbendouga. Vous avez oublié à Fontaine un parent, parfois chez les à Moum, un peu partout. C'est quoi cette histoire? Ça ne paye pas. Le dialogue est la voie absolue de la résolution de nos problèmes. D'accord? Il n'y a aucun pays dans le monde qui n'a pas de problème. La dernière fois, c'était aux États-Unis. Il y a combien de temps on n'a pas vu une balle siffler sur l'oreille? On a vu ça sur le candidat Trump. D'accord? On voit tout ce qui se passe. On a vu des églises qui se brûlent. On a vu un certain nombre de choses. C'est le temps. Et chaque temps a sa véracité des faits. Moi, je préfère vous dire que restons fermes. Moi, ce n'est pas la volonté de Dieu que je vis. Et je pense que ceux qui pensent qu'il y a un haut, il y a un très haut, sont des personnes qui ont mûri. Mais si vous prenez votre vie, vous léguez ça à de l'aventure, la cacophonie. Et je voulais, avant de chuter, pour dire, le président Paul Biya, je regarde sur la caméra, est en vie. Il se porte au mieux. Il a un souci, le Cameroun. Vous savez, pédagogiquement, les gens ne peuvent pas comprendre ce que c'est. À ma place aujourd'hui, votre patron, le docteur Modou, il a le souci, c'est pour ça qu'il est assis là, pendant que je suis interviewé. Il a autre chose à faire, il a une famille. D'accord, il pouvait dire, bon, allez faire le boulot. Parce qu'il a le sens de l'amour qu'on prêche à travers une confession. Donc, qu'on ne cesse qu'on vous dise, je parle sur la télévision Carrefour, officiellement, je vous ai accordé cette interview exclusivement, je ne parle pas sur toutes les télévisions, parce que je ne veux pas me retrouver. D'accord? Le président Paul Biya est bien portant. Il aime les Camerounais. Et que les Camerounais sachent que dans aucun pays, tout le monde ne peut être content. La tristesse a droit de citer. C'est ça aussi qui accompagne la société.
il y a d'évoluement, des injustices et tout ça, mais on va progressivement en assainissant. Vous comprenez à peu près? Parce que ceux qui ne pensent pas que la République doit exister pensent mal. Et je voulais dire à votre institution Carrefour et à son promoteur, beaucoup de courage. Rassembler, toujours partager, informer. Ne jamais faillir, ne baisser pas la garde, comme on dit souvent. Aujourd'hui peut être difficile, demain sera une très bonne chose. Et je voulais adresser comme ça à mon épouse. Vous savez, il ne faut pas oublier madame, parce que c'est elle qui fait des concessions. Martine Baron, là, qui est en ce moment à Paris, que très bientôt, à très bientôt. Ma chère épouse, à très bientôt. Et c'est tout ce que je pouvais dire. On se retrouvera très bientôt. Merci, voilà. Président. Pourquoi pas moi? Merci beaucoup. Président, malgré votre emploi du temps très chargé, vous avez accordé à Carrefour Télévision cette interview. C'était un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Et on espère vous retrouver très bientôt. C'est moi qui dis merci. Merci pour toute la disponibilité. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce programme. Nous avions sur ce plateau le docteur Georges Gilbert Banla, avec qui nous avions parcouru un certain nombre d'informations et on espère que vous avez pu en tirer quelques conclusions et aussi appris quelque chose. À très bientôt sur les prochains plateaux de Carrefour Télévision. Bonsoir.